Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé le froid et même la neige en cette première séance de janvier. Et c'est l'occasion pour moi, évidemment, de vous souhaiter une belle et heureuse année. Merci. Alors, le titre de la séance d'aujourd'hui, vous avez vu, a un peu changé. Et cela arrivera parfois au cours du semestre, parce qu'il y a loin du projet à la réalisation. Et néanmoins, le mouvement du cours, le mouvement général du cours sera celui que j'avais annoncé. Alors, nous sommes quittés avant les vacances sur le constat d'une crise de l'universalisme au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. Cet universalisme, que j'avais appelé par commodité médiévale, avait plusieurs piliers. L'Église chrétienne et la théologie du salut, le modèle impérial du pouvoir, l'unité culturelle de la latinité, l'héritage de la philosophie grecque, notamment sous la forme de l'aristotélisme médiéval. Tous ces éléments sont entrés en crise sous l'effet conjugué de la réforme, de la montée en puissance des États monarchiques à vocation nationale, de l'élargissement du monde et de l'essor du commerce international. Et j'avais notamment commenté, vous vous en souvenez, les remarques sur la monarchie universelle de Montesquieu, dans lesquelles celui-ci prononçait la désuétude de l'idée impériale, désormais moralement impossible, selon ces termes. Le commerce international devenait le nouvel horizon universel de paix, au service, il est vrai, de la domination européenne sur le monde. Rappelez-vous les paroles de Montesquieu, l'Europe fait aujourd'hui tout le commerce et la navigation de l'univers. Il y voyait le signe que le temps des conquêtes était passé et avait cédé la place à l'ère du commerce pacifique et d'une rivalité strictement économique entre puissances maritimes. Mais il était facile d'y lire aussi, avec la lucidité rétrospective et facile que confèrent 3 siècles de distance, la menace d'un autre impérialisme dont Montesquieu, sans doute, avait lui-même la prescience. Alors, c'est d'ici que je voudrais repartir en rapprochant ce texte, écrit, je vous le rappelle, en 1734, d'un autre texte exactement contemporain, les Lettres philosophiques de Voltaire, publiées cette même année. C'est, vous le savez, un grand classique de la littérature des Lumières, une étape décisive aussi dans la biographie de Voltaire, puisqu'elle marque le passage, pour aller vite, de l'homme de lettres au philosophe, du jeune auteur dramatique, fort de ses succès au théâtre et dans les salons de la Régence, au polémiste, apôtre de la tolérance et de la liberté. Entre-temps, que s'est-il passé ? Eh bien, Voltaire a été obligé de s'exiler pendant 2 ans et demi à Londres, de 1724 à 1726, après la fameuse altercation avec le chevalier de Rohan, et vous verrez qu'il sera beaucoup question d'exil aujourd'hui. À Londres, il a appris l'anglais, rencontré des philosophes et des écrivains, il a fréquenté des marchands et des hommes politiques, il a découvert le théâtre shakespearien et la physique newtonienne. En 1734, à 40 ans, quelques années après son retour à Paris, il publie, en anglais et en français, un court livre, les Lettres sur les Anglais dans leur version anglaise, les Lettres philosophiques dans leur version parisienne, un livre qui fait grand bruit, un bruit de scandale à vrai dire, puisque en France, le livre est lacéré et brûlé, et Voltaire doit s'enfuir. Les Lettres philosophiques marquent la naissance du style philosophique de Voltaire, ce mélange de pertinence et de légèreté. Voltaire y donne en modèle l'Angleterre libérale qui a su limiter le pouvoir royal, qui encourage la science et le commerce. Il y fait l'éloge de Locke et de Newton. Il décrit aussi longuement, dans les premières lettres, les diverses sectes religieuses, notamment les Quakers. En effet, depuis la Glorieuse Révolution et l'édit de tolérance de 1688, les différentes confessions protestantes étaient tolérées en Angleterre.
Le passage qui m'intéresse aujourd'hui se situe à la fin de la 6e lettre, qui est consacrée aux presbytériens. Voltaire y décrit de façon frappante la bourse de Londres et en fait un modèle de tolérance œcuménique, un symbole de la liberté qui règne en Angleterre et qui s'oppose bien évidemment à l'intolérance de la monarchie française manifestée par la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Je vous propose de lire ensemble ce texte, qui n'est pas très long. Entrez dans la bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours. Vous y voyez rassemblés les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion et ne donnent le nom d'infidèles qu'à ceux qui ont fait banqueroute. Là, le presbytérien se fie à l'anabaptiste et l'anglican reçoit la promesse du Quaker. Aux sorties de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la synagogue, les autres vont boire. Celui-ci va se faire baptiser dans une grande cuve au nom du Père, par le Fils, au Saint-Esprit. Celui-là fait couper le prépuce de son fils et fait marmotter sur l'enfant des paroles hébraïques qu'il n'entend point. Ces autres vont dans leur église attendre l'inspiration de Dieu, leur chapeau sur la tête, et tous sont contents. S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge. Mais il y en a 30, et elles vivent en paix et heureuses. Alors vous voyez, comme chez Montesquieu, le commerce est synonyme de pacification, mais ce n'est pas la monarchie universelle que le commerce permet ici de conjurer, c'est l'intolérance religieuse. Pour Voltaire, plus encore que le despotisme, la principale menace est le fanatisme religieux et les affrontements violents qu'il inspire. Autrement dit, il voit moins dans le commerce un outil de pacification des relations entre les États qu'entre les individus. Pour lui, le principal bénéfice des progrès du commerce, c'est la liberté. Il l'écrit quelques pages plus loin, dans la 10e lettre, « Le commerce qui a enrichi les citoyens en Angleterre a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour. » Il n'empêche que les deux philosophes s'inscrivent dans un courant d'idées qui est très important à cette époque et dont Albert Hirschman a très bien retracé l'évolution, un courant qui oppose les vertus de l'intérêt aux forces des passions. Ici, les passions religieuses, mais ailleurs, par exemple, la passion de gloire héroïque ou de puissance militaire. Je vous renvoie à son petit livre publié en 1977, « Les passions et les intérêts », même si Voltaire, à la différence de Montesquieu, n'y figure pas. Le texte que nous venons de lire oppose donc deux registres de l'activité humaine. D'une part, l'économie, qui permet des échanges pacifiques et libres grâce à ce motif universel, l'intérêt, et grâce à la force régulatrice du marché. D'autre part, les religions, qui sont présentées sous un jour ridicule et bénin, ironique et burlesque. Le religieux, dans ce passage, n'est plus de l'ordre de la croyance, mais uniquement de la pratique. Personne ne cherche à convaincre l'autre, mais uniquement à pratiquer des rituels qu'il comprend à peine, qui n'ont pas plus de signification spirituelle que le fait d'aller boire au cabaret, et qui par conséquent deviennent inoffensives. Il est intéressant de noter qu'ici, Voltaire, vous le voyez, ne plaide pas pour la suppression des religions, il se contente de les renvoyer à leur irrationalité, à leur caractère arbitraire, du moment qu'elles ne gênent pas l'échange rationnel sur cette scène du progrès qu'est la bourse. On pourrait être tenté, pourquoi pas, d'y lire une annonce de la laïcité. Le marché représenterait l'espace public et les religions seraient renvoyées à l'espace privé. Sauf que, voilà, le marché, justement, ce n'est pas l'État. Il relève, lui aussi, du privé. C'est donc moins l'opposition, un peu anachronique, du public et du privé qui est en jeu ici, mais la distinction entre un modèle de l'unité et de la convergence des intérêts, grâce au commerce, et un modèle de la pluralité et de la divergence des cultes. L'objectif n'est pas la neutralité de l'État, mais la neutralisation du prosélytisme.
Dès lors, l'universalisme religieux, dont nous avions beaucoup parlé en la dernière séance, eh bien cet universalisme religieux, il est doublement délégitimé par la pluralité confessionnelle, d'une part, et par la complète trivialisation des rituels. À l'inverse, la paix et la liberté convergent dans un nouvel universalisme, celui de l'enrichissement fondé sur l'intérêt bien compris. Ce qui permet à Voltaire, vous l'avez vu d'ailleurs, ça vous a fait sourire, de plaisanter sur le fait que les seuls infidèles dans ce contexte sont ceux qui font banqueroute. Le jeu de mots porte sur la notion de foi, fides, qui ne renvoie plus à la croyance intérieure, et donc au divin, mais à la bonne foi du marchand, à sa parole, à son crédit, et donc à l'univers du contrat et de la confiance. L'idée même d'hérésie est dès lors rejetée, à moins que l'on veuille y voir le signe presque involontaire d'une sacralisation à venir de ce nouvel universel qu'est le profit. Ce texte de Voltaire a été commenté par Carlo Ginzburg, l'historien italien que vous connaissez bien, qui lui a consacré un article intitulé « Tolérance et commerce » que vous trouverez dans le volume « Le fil et les traces » publié chez Verdier en 2010 pour l'édition française, et article dans lequel Ginzburg réfléchit à l'ambivalence des Lumières. Il montre que Voltaire, dans sa façon de décrire les ridicules des religions, s'est inspiré de Jonathan Swift, de son ironie dévastatrice et de sa stratégie de ce que Ginzburg appelle l'estrangement, qui consiste à décrire un objet familier sous un angle inédit, étonnant, un peu faussé, ce qui permet de le voir autrement, à une autre échelle, et de donner à la description une charge critique. Il émet aussi l'hypothèse que Voltaire a pu être influencé, sur un plan cette fois plus théorique, par Spinoza et sa description de la bourse d'Amsterdam dans le traité théologico-politique. Comme Spinoza, Voltaire associe liberté religieuse, liberté d'expression et liberté commerciale. Il en déplace le lieu d'une nation commerçante à l'autre, de la Hollande à l'Angleterre. D'ailleurs, dans ses carnets, qui étaient rédigés en anglais, Voltaire avait ébauché une première version de ce texte, située dans un port anglais plutôt qu'à la bourse. Mais l'idée était déjà là, le commerce permet la coexistence pacifique des différentes sectes religieuses. Ginzburg, toutefois, dans son commentaire, ne se contente pas de ce geste relativement classique qui consiste à faire de Voltaire une figure de l'individualisme, de la liberté et de la tolérance. De l'universalisme, pardon, de la liberté et de la tolérance, mettant l'humour au service de la critique de l'ordre social et religieux. Il rapproche plutôt ce texte d'un autre ouvrage que Voltaire a écrit au même moment, en 1734, mais qu'il n'a jamais publié, le Traité de métaphysique, dans lequel Voltaire utilise exactement les mêmes stratégies d'estrangement, mais cette fois pour insister sur l'animalité des êtres humains et surtout pour esquisser une hiérarchie des races humaines. Ginzburg est alors amené à discuter la question polémique du racisme de Voltaire. Celui-ci est indéniable si on accepte de reconnaître, et il faut le faire, que Voltaire a écrit plusieurs textes extrêmement méprisants à l'égard des Noirs, qu'il considérait comme une espèce inférieure d'hommes. Même si, pour autant, précise Ginzburg, il ne faut pas le confondre avec le racisme systémique et biologique qui s'imposera à partir du XIXe siècle. Il faut surtout rappeler que Voltaire n'a cessé d'évoluer sur ces questions, prenant de plus en plus conscience, surtout à partir des années 1750, des horreurs de l'esclavage et luttant contre ses propres préjugés. Alors, ce n'est toutefois pas le point sur lequel je veux insister aujourd'hui, je l'ai fait ailleurs. Je note simplement que Ginzburg en vient à nuancer l'universalisme voltairien, en montrer les contradictions et les limites, sans tomber dans le piège qui consisterait pour autant à invalider totalement l'ambition émancipatrice des Lumières. Ce qu'il nous faut regarder en face,
c'est que la défense de la liberté et de la tolérance peut très bien s'accompagner de préjugés racistes. L'humanisme des Lumières n'est pas une antidote suffisante pour prémunir contre le racisme et l'exclusion. Il se pourrait même que le naturalisme de Voltaire et d'autres philosophes, en proposant une histoire naturelle de l'humanité replacée au sein du monde animal, les ait conduits vers une racialisation des différences au sein de l'humanité. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus longuement, c'est évidemment une question tout à fait centrale pour l'humanisme, pour l'universalisme des Lumières. Si Ginsburg est sensible aux ambivalences de l'universalisme de Voltaire, entre éloge de la tolérance et préjugés racistes, c'est bien sûr qu'il réagit au débat qui, dans les années 1990, avait commencé à agiter le monde intellectuel autour de l'héritage des Lumières, débat que j'ai évoqué dans la première séance de ce cours, début décembre. Ginsburg rappelle dans une note qu'une première version de l'article a été écrite en 1999 pour un séminaire à l'université de Los Angeles, où il enseignait alors. La critique des Lumières et de leur lien avec le colonialisme et l'esclavage commençait alors à devenir des sujets brûlants. Mais c'est aussi pour une autre raison que Ginsburg s'est intéressé à ce texte, c'est qu'il réagissait à un autre commentaire, celui du grand philologue allemand Erich Auerbach, dans son livre, qui lui a consacré plusieurs pages, dans son livre Mimesis, la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, qui est un chef-d'œuvre de l'histoire et de la critique littéraire, qui retrace la façon dont la littérature occidentale, depuis la Bible et Homère, jusqu'au roman moderniste du XXe siècle, s'est efforcée de représenter la réalité, c'est-à-dire essentiellement la vie ordinaire des êtres humains. Comme vous le savez sans doute, et vous verrez que ce n'est pas anodin, Auerbach, qui était un intellectuel juif allemand, a écrit son livre en exil à Istanbul, où il s'était réfugié en 1936, après avoir été chassé par les nazis de sa chaire à l'université de Marbourg. Rédigé dans ce contexte, celui de l'exil, entre 1942 et 1945, le livre fut publié juste après la guerre. Le commentaire de Voltaire se situe dans le chapitre consacré au réalisme du XVIIIe siècle. Auerbach y voit une étape intermédiaire entre le classicisme du XVIIe siècle et le véritable réalisme sérieux du XIXe siècle. Or, s'il part d'un extrait de Manon Lescaut, il bifurque rapidement vers un long commentaire de ce passage des lettres philosophiques consacré à la Bourse de Londres, sur lequel, disons-le, il porte un jugement sévère. Bien sûr, Auerbach n'est pas, c'est un grand amoureux de la littérature française, n'est pas insensible au charme du texte. Il insiste sur le tempo vif de Voltaire, sur son style séduisant, ironique, et il donne quelques autres exemples, tirés notamment de Candide, de cette esthétique littéraire qu'il juge incomparable, mais qui, à ses yeux, est aussi superficielle que charmante. Le cœur de l'argument d'Auerbach, en effet, consiste à montrer que Voltaire, et avec lui toute la littérature de son temps, est incapable d'accéder à un véritable réalisme, qui prenne au sérieux la réalité dans son expérience, dans son existence particulière. Bien sûr, comparé à la tragédie classique ou à l'épopée héroïque, Voltaire semble ici se rapprocher d'une description de la vie quotidienne. Mais, insiste Auerbach, Voltaire ne prête aucun intérêt ni à la réalité des interactions à la Bourse de Londres, ni à la description des croyances religieuses. Il se contente de présenter une caricature qui ne permet ni de comprendre ce qui se joue réellement dans les échanges économiques, ni surtout quelles sont les motivations de ces hommes qui baptisent leurs enfants ou leur apprennent la religion de leur père. Voltaire tord la réalité au bénéfice de sa démonstration, pratiquant sans aucun scrupule ce que Auerbach nomme une technique d'agression sophistique. Technique d'agression sophistique. Ce qui aboutit par exemple à présenter les faits religieux comme, dit-il, des phénomènes absurdes, stupides et fortuits.
À force de simplification et d'exagération, Voltaire, dans ce texte comme dans toute son œuvre, n'a de cesse, nous dit Auerbach, de falsifier la réalité, de l'arranger pour qu'elle corresponde à son objectif. Aux yeux d'Auerbach, le problème que pose ce texte de Voltaire, et plus généralement toute la philosophie des Lumières, est donc à la fois littéraire et philosophique. Sa façon de simplifier le réel, son refus de prendre au sérieux le particulier, sa légèreté à la fois charmante et superficielle, sont mises au service d'un rationalisme matérialiste qui, et c'est encore une citation d'Auerbach, dédaigne les déterminations historiques et spirituelles. Pour le dire autrement, la façon dont Voltaire ridiculise les religions est à la fois le résultat d'une esthétique plaisante, qui vise à amuser le lecteur en le manipulant, et d'une philosophie où la raison est la seule norme universelle, et où tout ce qui relève des traditions, de l'histoire, de la spiritualité, ne mérite même pas d'être compris, mais seulement d'être combattu. Une technique rhétorique efficace qui falsifie la réalité au service d'une idéologie. Il faut bien lui donner son nom, c'est ce qu'on appelle de la propagande. Et de fait, c'est le terme qu'utilise Auerbach dans ce chapitre à plusieurs reprises, en évoquant la propagande des Lumières. Et le terme est assez fort pour que l'on s'y arrête un instant. Alors que Voltaire ne soit pas un romancier réaliste, qu'il n'hésite pas à simplifier la réalité au profit de sa démonstration et de ses combats, cela ne fait aucun doute. Mais Auerbach ici suggère autre chose, quelque chose de plus inquiétant, une parenté entre les techniques rhétoriques de Voltaire et celles des régimes totalitaires du XXe siècle. Le parallèle devient explicite lorsque Auerbach décrit un des procédés rhétoriques favoris de Voltaire, celui qu'il appelle la technique du projecteur. Alors qu'est-ce que c'est que la technique du projecteur ? Ça consiste à mettre en évidence un point particulier, un fragment d'un vaste ensemble, en supprimant tout le contexte, tout ce qui permettrait de l'expliquer et de l'éclairer, si bien que ce petit fait sur lequel on a braqué le projecteur devient absurde et incompréhensible, voire révoltant. Et c'est ce que fait Voltaire, par exemple ici, avec l'exemple de la cuve du baptême ou de la circoncision. Nous avons là, écrit Auerbach, une astuce de propagande dont on a souvent usé d'une manière bien plus grossière en y mettant bien plus de malveillance. Ce n'est pas seulement, ajoute-t-il, une technique anodine d'argumentation, c'est une technique de propagande qui est souvent utilisée à des fins de persécution. Et je vous lis ce passage d'Auerbach, que vous avez là affiché. Le public ne cesse de se laisser prendre à ces artifices, surtout dans des temps troublés. Et chacun peut citer des exemples en se référant à un proche passé. Je vous rappelle que Auerbach écrit depuis son exil à Istanbul. Dans la majorité des cas, il est facile de percer à jour l'artifice. Mais dans les époques de tension, le peuple ou le public n'en ont pas sérieusement envie. Lorsqu'une forme d'existence ou un groupe humain a fait son temps, ou simplement lorsqu'ils sont tombés en défaveur et qu'on ne les tolère plus, toutes les injustices que la propagande perpètre à leur endroit sont vaguement ressenties comme telles, mais néanmoins saluées avec une joie sadique. Alors bien sûr, Auerbach est beaucoup trop fin et subtil pour identifier sommairement Voltaire à la propagande nazie. D'ailleurs, ce n'est absolument pas ce qu'il fait. Il précise bien qu'il n'y a pas de malveillance chez Voltaire, à la différence de la propagande politique du XXe siècle. Il n'en reste pas moins que cette technique, peu encline à prendre au sérieux les spécificités culturelles et les motivations spirituelles des différentes minorités, peut conduire, dans d'autres contextes, à des formes de persécution et de violence. Ce qui conduisait Auerbach à porter ce jugement très mitigé sur la philosophie des Lumières, c'est le moins qu'on puisse dire, ce n'était pas seulement les techniques rhétoriques de Voltaire, rapprochées donc de la propagande nazie, mais aussi son universalisme, ce rationalisme matérialiste dont Auerbach pensait voir les effets, paradoxalement,
dans la Turquie de son temps, qui vivait à l'heure de la modernisation laïque menée par Atatürk et inspirée du modèle européen. Dans une lettre à Walter Benjamin, écrite en 1936, au moment où il s'installait à Istanbul, une lettre souvent citée, Auerbach décrivait son installation à Istanbul et se plaignait de ce qui lui apparaissait comme, je cite, une destruction du caractère historique national, notamment à travers la réforme de la langue, grande réforme linguistique d'Atatürk, mais aussi le rejet de la tradition religieuse musulmane. Derrière les nationalismes de son temps, il voyait se dessiner une modernisation technologique et rationaliste, un effacement des traditions et des cultures. Selon une formule frappante, il parlait de l'international de la trivialité et l'espéranto de la culture. Auerbach y reviendra dans une postface tardive à Mimesis, où il décrit le contexte dans lequel il a écrit le livre et souligne son inquiétude devant ce qui lui apparaissait comme une ruse de la Providence, c'est-à-dire que des nationalismes autoritaires et agressifs ont été mis au service d'un modernisme uniformisateur qui aboutit à la dissolution par simplification de ce qui était la richesse du patrimoine culturel européen et même mondial. Et c'est encore pour lutter contre cet effacement de la diversité au nom d'un certain universalisme que Auerbach publia en 1952, dans les dernières années de sa vie, son Manifeste pour une littérature mondiale, un article dont la première traduction française ne sera faite qu'en 2005, un demi-siècle plus tard, par Diane Meur, mais qui avait été traduit en anglais dès 1969 par Edward Said, grand admirateur d'Auerbach, et par sa femme Marie. Et vous avez là un lien non négligeable avec les études postcoloniales. Auerbach se situe ainsi dans une tradition qui est celle de l'historicisme romantique allemand, notamment celui de Goethe, à qui il emprunte la notion de littérature mondiale. Mais aussi dans la lignée de Vico, le philosophe italien dont il a traduit la science nouvelle en allemand et auquel il a consacré plusieurs travaux. Alors si ces questions, je ne vais pas m'attarder sur la question de la littérature mondiale, mais si ces questions vous intéressent, que vous voulez approfondir la spécificité de la pensée d'Auerbach au croisement de la nostalgie pour la grande culture européenne et d'une réflexion sur l'avenir de la littérature, je vous conseille donc les deux articles dont vous avez les références ici, ceux de Marc Delaunay et de Guido Mazzoni, mais aussi le livre à la fois passionnant et amusant de Jérôme David, Spectre de Goethe, qui propose une histoire des débats sur la notion de littérature mondiale sous la forme d'un dialogue philosophique à la manière de Diderot, et dont le 5e chapitre est justement consacré à Auerbach. Alors celui-ci, Auerbach, n'était pas le seul dans les années de guerre et d'après-guerre à se retourner avec suspicion vers les Lumières et leurs idéaux universalistes pour oser un rapprochement avec les régimes autoritaires et même les totalitarismes du XXe siècle. On peut, comme l'a fait Carlo Ginzburg, rapprocher la lecture d'Auerbach d'une autre célèbre interprétation des Lumières, à la fois plus complexe et plus radicale, publiée au même moment par d'autres exilés allemands dans un livre appelé lui aussi à devenir un classique, La dialectique de la raison, de Adorno et Horkheimer. Dans ce livre, vous le savez, le rationalisme des Lumières est accusé d'avoir conduit aux dérives totalitaires du XXe siècle par une sorte d'absolutisation de la raison qui, perdant sa capacité émancipatrice, devient à l'inverse une figure de domination par sa volonté de rationaliser toute l'expérience humaine. Le paradoxe, c'est que cette image d'un rationalisme des Lumières, accouchant d'un universalisme abstrait et par là même dangereux, a une histoire beaucoup plus longue, qui remonte à la fin du XVIIIe siècle et à la pensée contre-révolutionnaire. On la trouve d'abord chez les adversaires des philosophes au XVIIIe siècle, puis surtout au cœur de la pensée hostile à la Révolution et aux droits de l'homme au début
du XIXe siècle. L'argument central, 1000 fois répété, est que la Révolution française aurait hérité des Lumières une vision abstraite et théorique de l'homme, qui permettait certes de faire de beaux discours philosophiques, mais était inadaptée à fonder un nouvel ordre social et politique, et qui a donc conduit inéluctablement à la catastrophe. Ça, c'est la lecture contre-révolutionnaire, et le philosophe et homme politique anglais Edmund Burke en a donné, dès 1790, une des formulations les plus influentes dans son livre « Réflexions sur la Révolution de France », dans lequel il critiquait les révolutionnaires français pour s'être fait une idée chimérique de l'homme. À ses yeux, le grand tort des révolutionnaires avait été de vouloir annuler l'histoire, de vouloir faire table rase du passé, si vous voulez, c'est-à-dire de prétendre reconstruire la société sur des bases nouvelles à partir de principes universels, abstraits, ceux du droit naturel et des droits de l'homme, qu'il qualifiait d'abstraction métaphysique. À ce titre, Burke reproche aux révolutionnaires d'avoir appliqué en France des règles abstraites et de s'être comportés comme des colons, ou du moins des conquérants dans leur propre pays. Je cite, « Il est impossible de ne pas remarquer que ces prétendus citoyens qui découpent géométriquement leur pays et l'organisent arithmétiquement traitent la France exactement comme un pays conquis et se conforment à l'exemple donné par les plus impitoyables conquérants de jadis. » La critique de l'universalisme abstrait rejoint ici la critique des abus du colonialisme que Burke professait par ailleurs, notamment dans sa dénonciation de la politique anglaise en Inde, comme l'a remarqué notamment Sunil Agnani. En France, les principaux penseurs contre-révolutionnaires, comme Louis de Bonald, Joseph de Maistre, reprennent cette même thématique de façon plus ouvertement réactionnaire encore. Il faut noter à quel point ces auteurs prolongent une critique de l'abstraction théorique de l'humanisme des Lumières au nom de ce qu'ils considèrent comme étant l'irréductibilité des peuples et des cultures. Ainsi, c'est peut-être une des citations les plus célèbres, Joseph de Maistre, dans ses Considérations sur la France, en 1797, écrit « Il n'y a point d'hommes dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. » La critique porte justement sur l'universel homme. Elle se fait, chez de Maistre, au nom des nations, considérées comme les seules entités véritablement réelles, celles dont il faut penser les droits et l'histoire. Mais la critique, après lui, va devenir beaucoup plus générale, elle se déploie dans des directions inattendues. Les romantiques, à leur tour, vont reprocher aux Lumières d'avoir construit une vision abstraite et rationaliste de l'homme, niant ainsi l'existence et la diversité des langues et des cultures, mais aussi l'individu singulier et créateur. Ce ne sont plus simplement les droits des nations qui sont affirmés, mais aussi les droits de l'individu subjectif, appelé à se réaliser dans l'art et l'action, revendiquant le sublime et la spiritualité, et donc non réductible à l'individu rationnel des Lumières. Enfin, la tradition socialiste va à son tour, au cours du XIXe siècle, reprocher aux Lumières d'avoir promu un idéal de l'individu bourgeois, rationnel et calculateur, une abstraction libérale coupée de toute inscription sociale. Le négociant voltairien apparaît au mieux comme une abstraction, au pire comme le symbole d'un universalisme bourgeois, celui de l'intérêt égoïste, d'une rationalité entièrement tournée vers l'enrichissement, indifférente à la véritable richesse culturelle et spirituelle des vies humaines. Alors bien sûr, ces différentes critiques vont à la fois se nourrir mutuellement, se recouper et, en grande partie, se contredire.
Le romantisme peut avoir des affinités avec la pensée contre-révolutionnaire, mais il peut aussi être porteur d'un désir d'émancipation individuelle et collectif qui se situe aux antipodes de la pensée conservatrice d'un Joseph de Maistre et qui conduit, par exemple, aux révolutions de 1848. De même, la critique marxiste des droits de l'homme et de l'égoïsme bourgeois se situe à l'opposé de la critique de Burke, qui insistait sur l'importance de la propriété, de l'héritage et de la tradition. Alors, je ne rentre pas dans tous ces détails, mais sur ce point, et plus généralement sur les différents courants de la critique des droits de l'homme, je vous recommande le très bon livre de Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère, Le procès des droits de l'homme, Seuil 2016, vous avez la référence ici. Ce sur quoi je veux insister, c'est que ce thème des lumières abstraites, qui aurait défendu un universalisme rationaliste et abstrait, a eu la vie longue. Il a été longuement développé par Hippolyte Taine, qui voit la rencontre entre l'esprit classique et la rationalité critique des Lumières. On le retrouve, nous l'avons vu, sous des formes différentes, chez Auerbach, Adorno et Horkheimer, mais aussi, à peine quelques années plus tard, chez un auteur qui semble pourtant sur le plan politique extrêmement éloigné, qui est Isaiah Berlin, une figure majeure de la pensée libérale au XXe siècle. La trajectoire de Berlin est tout à fait singulière. Il est né en 1908 dans une famille juive de Riga, en Lettonie. Il a passé les premières années de sa vie en Russie, puis il est arrivé en Angleterre à 10 ans, après la Révolution de 1917. Il y a fait des études brillantes, il est devenu professeur de philosophie à Oxford en 1937, il s'est ensuite spécialisé en histoire des idées, écrivant sur Machiavel, sur Marx, sur les populistes russes, mais aussi sur des artistes, des écrivains, par exemple sur Tolstoï, au point de devenir un véritable intellectuel public. Très brillant, écrivant dans un style simple et clair, il enchaîne les articles, les conférences, qui sont son mode privilégié d'intervention dans le débat intellectuel, mais aussi les émissions de radio. Son influence, notamment dans le monde anglophone, a été considérable et reste importante. En France, Isaiah Berlin est surtout connu pour sa théorie des deux concepts de la liberté, qu'il a développée en 1958, en opposant la liberté positive, qui est une capacité à agir, et la liberté négative, qui est le fait de n'être jamais contraint. C'est celle-ci, cette liberté négative, qui lui paraît prioritaire, importante à défendre, notamment pour protéger les individus du pouvoir de l'État. Cette redéfinition de la liberté, de façon extrêmement défensive en quelque sorte, a joué un rôle important dans la trajectoire du libéralisme au XXe siècle, et notamment dans ce qu'on a appelé le libéralisme de la guerre froide. Dans un livre récent consacré justement à ces libéraux de la guerre froide, Samuel Moyn défend la thèse selon laquelle ces auteurs ont rompu avec le libéralisme historique, celui du XIXe siècle, qui restait l'héritier des Lumières, et qu'ils ont développé une pensée beaucoup plus conservatrice, ayant abandonné tout espoir d'émancipation individuelle ou collective. L'idéal de justice sociale ne pouvant, à leurs yeux, que conduire à la révolution et au totalitarisme. Alors, la thèse est radicale, trop peut-être, mais il reste que le cas de Berlin, auquel Moyn consacre un chapitre, est très intéressant, car celui-ci, Berlin, a beaucoup écrit sur les Lumières, et son interprétation a une influence certaine. Alors, c'est intéressant parce que Isaiah Berlin n'était pas, à proprement parler, un adversaire des Lumières. En tant que théoricien de la liberté, on pourrait même s'attendre à ce qu'il s'en réclame, et qu'il en réclame ouvertement l'héritage. C'est d'ailleurs ce qu'il fait parfois, notamment dans sa correspondance privée, mais sans grand enthousiasme, comme l'ont noté Lawrence Brocklis et Richie Robertson dans un livre collectif consacré justement à la conception que Berlin se faisait des Lumières. Il semble surtout qu'il se soit progressivement détourné des Lumières sous l'effet d'un double mouvement. D'une part, la critique du communisme et du totalitarisme l'a conduit à chercher dans la pensée du XVIIIe siècle en quelque sorte une généalogie des excès du rationalisme,
une généalogie de la théorie scientifique de l'histoire aboutissant à la négation de la pluralité historique. Et d'autre part, donc premier mouvement qui est un mouvement au fond politique et polémique, dans sa lutte contre le communisme et le totalitarisme, et d'autre part, il s'est, sur le plan plus intellectuel, deuxième mouvement, il s'est de plus en plus intéressé aux adversaires des Lumières au XVIIIe siècle, notamment au philosophe allemand Johann Georg Hamann, un auteur attiré par le mysticisme et l'irrationalisme, qui était surnommé le mage du Nord. Et Berlin a aussi développé un intérêt pour Vico, qui a été peu lu au XVIIIe siècle, mais qui a exercé à travers Michelet une influence majeure sur l'histoire romantique au XIXe siècle et qui est parfois considéré comme le précurseur de l'historicisme, à contre-courant donc du rationalisme abstrait des Lumières. Ce même Vico qui était, vous vous en souvenez, je viens de le dire à l'instant, très important dans la formation intellectuelle d'Auerbach. Isaiah Berlin a alors théorisé, dans les années 1970, un concept qui allait avoir une très grande postérité, celui de counter-enlightenment, contre-lumière, regroupant ainsi un ensemble d'auteurs, Vico, Hamann, mais aussi Herder et d'autres. Et ces auteurs des contre-lumières, dans la lecture qu'en propose Berlin, se seraient révoltés dès le XVIIIe siècle contre les Lumières pour affirmer les droits des peuples, la valeur du sentiment et de la foi, le rôle des mythes et des traditions collectives. Si bien que la vision que donne Berlin du XVIIIe siècle, c'est celle de l'opposition entre deux courants cohérents, les Lumières et les contre-Lumières, les secondes réagissant aux premières. Ce qui le conduit évidemment à radicaliser la définition des Lumières comme un mouvement rationaliste et matérialiste dont l'universalisme serait une conception abstraite de l'homme, réduite à la notion d'intérêt, refusant de prendre en compte la diversité morale, ce bois tordu de l'humanité, selon une expression de Kant que Berlin aimait citer. Et de fait, Kant, et c'est assez intéressant quand on relit aujourd'hui, Kant était sinon exclu, du moins tenu totalement en lisière de cette définition des Lumières, réduite essentiellement aux philosophes français proches du milieu encyclopédique, c'est-à-dire Helvétius, d'Holbach et Diderot, mais aussi Voltaire. Alors même que Berlin avait en réalité parfaitement conscience de la pluralité des Lumières, il s'est efforcé d'en donner une vision réductrice, caricaturale, afin de mieux construire son opposition entre un rationalisme abstrait et des contre-lumières attachés à défendre la pluralité culturelle et politique. Voilà un exemple, un passage typique de Berlin, justement dans son article manifeste sur les contre-lumières. Parmi les philosophes, écrit-il, il existait un large consensus sur quelques points fondamentaux. La réalité du droit naturel, de principes éternels que les hommes devaient respecter s'ils voulaient devenir sages, heureux, vertueux et libres. Un seul et même jeu de principes immuables et éternels régissait le monde. Ces lois s'appliquaient au monde inanimé comme aux êtres vivants, aux faits et aux événements, aux moyens et aux fins, à la vie publique et à la vie privée, à toutes les sociétés, toutes les époques et toutes les civilisations. Que ces lois fussent bien réelles et connaissables avec certitude, ou au moins de façon probable, ne faisait de doute pour personne. C'était le dogme central de toute la philosophie des Lumières. Alors, comme vous le voyez, le tableau ne s'embarrasse pas de nuances. Il renforce un lieu commun et lui donne un écho extraordinaire, celui d'un universalisme scientiste, indifférent au contexte, à l'histoire, à la spécificité des époques et des civilisations. Alors évidemment, pour arriver à un tel résultat, Berlin est obligé d'écarter des pans entiers des Lumières, Hume et toute la tradition sceptique, Rousseau et le sentimentalisme, même Diderot, au fond, dont l'œuvre est trop originale pour entrer dans ce lit de Procuste. Et de fait, Berlin est plus intéressé par les critiques des Lumières que par les Lumières elles-mêmes, si bien qu'il les regarde et les définit du point de vue de leurs adversaires, ce qui n'est pas la meilleure façon d'en avoir une vision subtile. D'ailleurs, déjà de son temps,
Dans les années 1970, cette perspective a été critiquée par les spécialistes des Lumières, notamment par le grand historien Peter Gay, auteur à l'époque du livre de référence The Enlightenment and Interpretation, qui insistait au contraire sur l'humanisme pluraliste des Lumières. Comme souvent, la controverse opposait un historien du XVIIIe siècle, attaché à montrer la complexité de la pensée des Lumières, et un intellectuel public plutôt soucieux de construire des définitions tranchées et des oppositions simplistes. Aujourd'hui, plus encore, cette image des Lumières ne correspond plus aux travaux des historiens qui insistent pour la plupart, et j'en ai fait souvent l'écho ici, qui insistent sur la diversité et la pluralité des Lumières au point d'y intégrer des auteurs comme Rousseau ou Herder, en qui Berlin voyait des représentants des contre-lumières. En particulier, l'historien Avi Lifshitz a montré que Isaiah Berlin avait trouvé la source de sa vision des Lumières chez un des grands historiens allemands de la première moitié du XXe siècle, Friedrich Meinecke. Meinecke lui-même n'était pas un spécialiste des Lumières, mais plutôt un historien de l'État allemand, une figure très conservatrice, voire réactionnaire. En 1936, Meinecke avait publié un livre sur les origines de l'historicisme, origines qu'il situe au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Pour lui, déjà, la philosophie des Lumières s'était montrée incapable de penser la diversité et la pluralité des sociétés. Elle s'était enfermée dans un rationalisme sûr de lui-même, jugeant toutes les autres cultures du haut de sa confiance dans les pouvoirs de la raison. À travers Meinecke, Berlin hérite de ce mix de romantisme, d'historicisme et de pensée réactionnaire qui voyait dans les Lumières un danger. Il l'adapte à un nouvel adversaire, non plus l'héritage progressiste et libéral de la modernité, qui était l'adversaire de Meinecke, mais le communisme qu'il perçoit comme l'héritier de cet universalisme rationaliste et abstrait, hostile au pluralisme. Alors, vous allez me dire, mais bon, c'est bien gentil, mais pourquoi faire tout ce détour historiographique si la définition des Lumières que donne Isaiah Berlin n'est plus considérée comme valable par les spécialistes? Eh bien, parce que cette interprétation, justement, et notamment cette opposition entre lumière et contre-lumière, a eu et continue à avoir une très grande influence, qu'elle s'est largement ancrée dans l'imaginaire collectif et dans le sens commun. La grande force d'Isaiah Berlin est d'avoir en quelque sorte fait le lien entre la tradition conservatrice hostile aux Lumières et la pensée libérale qui leur reconnaît le mérite d'avoir défendu la liberté. Avec son couple lumière contre lumière, Berlin semble présenter de façon objective deux courants aux origines de la modernité intellectuelle et politique. D'un côté, la raison, la science et l'universalisme abstrait, de l'autre, la subjectivité, les cultures nationales et l'historicisme. Alors, cette symétrie est séduisante, et de fait, elle est très souvent utilisée dans le débat public, soit pour attaquer les Lumières au nom de la diversité culturelle, mais aussi, et c'est plus surprenant, pour les défendre au nom du progrès. Et certains auteurs qui, en fait, utilisent cette distinction sans avoir forcément bien conscience de la façon dont elle est héritière d'une pensée hostile aux Lumières. La principale conséquence est de figer la définition des Lumières autour d'un universalisme abstrait qui ne leur rend pas justice et qu'il est facile ensuite de renverser en principe impérialiste et hégémonique. Cette idée d'un universalisme des Lumières, à la fois dogmatique, rationaliste, abstrait, hostile aux différences culturelles, a donc une longue histoire. Il est frappant qu'elle ait pu trouver des échos aussi bien chez des penseurs réactionnaires comme De Maistre, des marxistes comme Adorno et Horkheimer, des humanistes polyglottes comme Auerbach, des libéraux comme Berlin. On pourrait continuer à la suivre jusqu'à nos jours. C'est d'ailleurs une vision des Lumières qu'il ne faut pas simplement écarter comme une erreur, car elle nous dit quelque chose d'important sur la façon dont les Lumières ont pu être perçues dans différents contextes historiques, sur une phase de leur héritage
Et surtout, elle nous oblige à ne pas lire trop naïvement les textes du XVIIIe siècle, à être attentifs aux dangers qu'ils recèlent, à leur part d'ambiguïté, aux ambivalences de leur combat, et, vous l'avez vu tout à l'heure, aux techniques rhétoriques, aux ambivalences des techniques rhétoriques utilisées dans ce combat. Mais on remarque aussi que cette vision d'un universalisme abstrait et homogénéisateur repose toujours sur un processus de réduction. Réduction des Lumières à leurs conséquences, la Révolution, à un corpus restreint d'auteurs, voire à un auteur unique, ou même à un texte particulier, de façon à construire l'image d'un rationalisme abstrait. Cette image, dans sa généralité, n'est pas recevable parce qu'elle oblige à unifier abusivement les Lumières, alors qu'il faut au contraire pluraliser leur rapport à l'universel, ce qui sera notre objectif dans les semaines qui viennent, après ce passage historiographique. Mais je n'ai pas tout à fait terminé pour aujourd'hui, je voudrais revenir maintenant, pour terminer, sur le texte de Voltaire, car en vérité, nous l'avons un peu abandonné aux mains d'Auerbach, et même si la lecture d'Auerbach est à la fois intéressante et profonde, et aussi brillante soit-elle, il me semble qu'elle ne lui rend pas entièrement justice. Le premier point à souligner est qu'Auerbach évoque à peine la question centrale du texte de Voltaire, qui est celui de la tolérance religieuse. Or, cela le conduit à insister de façon sans doute excessive sur le mépris de Voltaire à l'égard des pratiques religieuses. Bien sûr, celui-ci ne manque jamais une occasion de se moquer des religions révélées. Mais ici, par rapport notamment à d'autres textes, l'attaque n'est pas frontale. Les pratiques sont plutôt présentées comme des bizarreries sans conséquence. Surtout, Voltaire ne décrit pas le remplacement des religions par un culte de la raison, ce qu'il fera d'ailleurs dans d'autres textes, mais il insiste plutôt sur les bienfaits de la pluralité religieuse. C'est le sens de la dernière phrase qui contient la véritable thèse défendue ici par le philosophe. S'il n'y avait qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge. Mais il y en a 30 et elles vivent en paix et heureuses. L'idéal n'est pas celui de l'unification religieuse au nom d'un universalisme de la raison, mais la diversité. C'est la pluralité qui permet la paix et le bonheur public. Derrière toute tentative d'imposer une vérité unique, rôde le spectre du despotisme. En cela, Voltaire est sans doute moins abstrait et superficiel que ne le pense Auerbach. Son éloge de l'Angleterre est très pragmatique et éminemment pluraliste. La formule « tous sont contents » n'est pas juste une plaisanterie. Il y a un bonheur possible si les hommes sont libres de pratiquer des religions qui paraissent sans fondement aux yeux des autres, mais dans le respect de la pluralité. Le second point auquel ni Auerbach, ni d'ailleurs Ginsburg ne sont sensibles, c'est l'idéal proprement cosmopolite du texte de Voltaire. Celui-ci ne se contente pas d'insister sur la coexistence des différentes branches du christianisme. Il met en scène de façon explicite la présence de juifs et de musulmans, ce qui est pour le second cas un peu douteux historiquement, mais en tout cas à la Bourse de Londres. Et il faut surtout être attentif au vocabulaire utilisé. Voltaire parle très peu de commerce, d'intérêt ou de richesse ici, mais bien, je le cite, des députés de toutes les nations, rassemblés pour l'utilité des hommes. Le texte semble ainsi s'autonomiser du contexte économique de la Bourse pour ébaucher une sorte d'utopie d'une assemblée de tous les peuples, thème que nous retrouverons dans une prochaine séance, pas sous la plume de Voltaire. L'universel ne réside pas seulement dans la neutralisation du religieux par l'intérêt, mais dans l'ouverture de la société chrétienne à d'autres nations, d'autres confessions, d'autres cultures. Cet élargissement cosmopolite, Voltaire le mènera plus loin dans d'autres textes, par exemple, 30 ans plus tard, dans l'article « Tolérance » du dictionnaire philosophique, 1764, dans lequel il reprend la figure de la Bourse comme lieu par excellence de la coexistence pacifique des religions, mais en l'étendant à l'échelle d'une géographie globale. Je lis « Qu'est-ce que la tolérance ? C'est l'apanage de l'humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs, pardonnons-nous réciproquement nos sottises,
c'est la première loi de la nature. Qu'à la bourse d'Amsterdam, de Londres ou de Surat ou de Bassora, le guèbre, le bagnan, le juif, le mahométan, le déicole chinois, le brahmine, le chrétien grec, le chrétien romain protestant, le chrétien quaker trafiquent ensemble, ils ne lèveront pas le poignard les uns sur les autres pour gagner des âmes à leur religion. Pourquoi donc nous sommes-nous égorgés presque sans interruption depuis le premier concile de Nicée? L'énumération des religions, élargie au grand culte asiatique, vise à mieux contraster l'humanisme moderne, favorisé par l'ouverture commerciale aux autres civilisations, et d'autre part, l'histoire du christianisme européen, fondamentalement intolérant. Et d'ailleurs, l'évocation du concile de Nicée de 325 n'est pas anodine. Voltaire enchaîne immédiatement sur une critique virulente de l'empereur Constantin, dont nous avons parlé avant les vacances, qu'il présente souvent, d'ailleurs présente très régulièrement, c'est une des bêtes noires de Voltaire, il le présente presque toujours comme l'archétype du tyran, celui qui a persécuté les non-chrétiens. L'alliance de l'Empire et du christianisme, pour Voltaire, a entraîné les pires conséquences en donnant le pouvoir absolu à une religion portée à l'intolérance par son universalisme même. Et la suite du texte, c'est un peu plus loin. L'opinion des chrétiens était que toute la terre doit être chrétienne. Ils étaient donc nécessairement ennemis de toute la terre jusqu'à ce qu'elle fût convertie. En cela, on voit que Voltaire ne s'efforce pas tant d'effacer les différences et de ridiculiser les religions que de promouvoir un modèle de tolérance cosmopolite fondé sur le pluralisme. Et il trouve dans le commerce une figure, peut-être une métaphore plus politique au fond que proprement économique, de la cohérence pacifique de cultures et de religions différentes, dès lors que chacun accepte que les autres le regardent de l'extérieur, sans chercher à fonder en raison ce qui relève de croyances irrationnelles ou de rituels particuliers. Si le commerce met tous les hommes en contact et assure leur égale contribution au bonheur commun, c'est-à-dire dans le langage de Voltaire, à l'utilité des hommes, la satire est tout aussi nécessaire. Elle est le geste qui assure cette coexistence en garantissant qu'aucune religion ne peut réclamer pour elle le bénéfice de l'universalité. Il est vrai que Voltaire ne va pas jusqu'à reconnaître le bien fondé des croyances religieuses, son rationalisme l'en empêche, mais il ne tourne pas le dos au pluralisme à condition que celui-ci autorise la satire. Finalement, Voltaire est sans doute plus réaliste que ne le pensait Auerbach. Bien sûr, nous ne sommes pas chez Balzac, nous n'apprenons pas grand-chose sur le fonctionnement réel de la bourse, mais celle-ci est néanmoins un lieu réel, très prosaïque à l'aune de la littérature classique. Pensons quand même que les premiers succès de Voltaire mettaient en scène Oedipe et Henri IV. Sa pensée de Voltaire, loin d'être abstraite ou anhistorique, s'ancre au contraire dans une réflexion sur les transformations économiques et géopolitiques de son temps, réflexion qui a été mise en branle et favorisée par son expérience de l'exil, sa découverte de l'Angleterre, ce cœur alors vibrant de la modernité commerciale et même capitaliste. Il est frappant de constater à quel point cette réflexion de Voltaire sur la tolérance comme résultat du commerce interconfessionnel correspond aux travaux actuels des historiens qui ont montré l'importance du cosmopolitisme commercial au sein des diasporas marchandes de l'époque. Pensons par exemple au livre de Francesca Trivellato, qui étudie, dans la première moitié du XVIIIe siècle, donc exactement au moment où Voltaire écrit les Lettres philosophiques, elle étudie le rôle de marchands juifs de Livourne, qui négocient du corail méditerranéen contre des diamants indiens, échangeant sur une base de confiance mutuelle avec des marchands européens chrétiens, comme avec les marchands hindous de Goa, et en lien permanent avec leurs correspondants de Londres, devenu, dit Trivellato, le centre névralgique du commerce mondial et où réside une importante communauté de marchands séfarades. D'ailleurs, le titre original, là vous avez la traduction française, mais le titre original du livre de Francesca Trivellato s'appelle The Familiarity of Strangers, la familiarité des étrangers, qui insiste sur cette dynamique de tolérance et de confiance au sein de laquelle s'inscrivait
ces échanges marchands transculturels de l'Europe du Nord à l'Asie. Alors bien sûr, la réalité de ce commerce, et surtout de la situation des minorités religieuses, que ce soit à Londres, à Livourne, à Goa ou dans l'Empire ottoman, était loin de l'épure proposée par Voltaire, raison pour laquelle Trivellato parle d'ailleurs d'un cosmopolitisme communautaire. De plus, le rapprochement peut surprendre, tant Voltaire est connu pour ses propos hostiles aux Juifs et pour ses démêlés financiers, avec l'un d'entre eux à Londres justement. Mais il reste que l'évocation du commerce interconfessionnel que l'on trouve dans les lettres philosophiques ou le dictionnaire philosophique fait bien écho, bien plus sans doute qu'on aurait pu le penser, aux dynamiques historiques réelles du XVIIIe siècle et aux expériences personnelles de Voltaire qui, ne l'oublions pas, possédaient non seulement le sens de l'humour, mais surtout le sens des affaires. Ainsi, Voltaire ne se contente pas de penser la tolérance dans un contexte abstrait, celui de l'homme universel, mais dans un contexte particulier, celui de la modernité de son temps, marqué par l'essor du commerce international et par l'émergence d'une nouvelle couche sociale, les commerçants, cette bourgeoisie plus intéressée à s'enrichir qu'à s'entretuer, que ce soit pour la gloire du Dieu ou pour celle du roi. L'universel de la raison éclairée ne se donne pas de toute éternité, il est un acquis de l'histoire, et certaines nations en fournissent le modèle. Ce qui se profile ici, c'est la dynamique historique de la civilisation, ce concept clé de la pensée des Lumières dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et là encore nous y reviendrons. Alors, pour conclure, que retenir de ce parcours d'aujourd'hui ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, écrivant depuis Istanbul, Auerbach voulait voir dans le texte de Voltaire, derrière l'apparente légèreté, l'ironie à l'égard des traditions religieuses et l'éloge libéral du marché, eh bien, il voulait voir la source d'un danger plus grand, celui d'un universalisme réducteur, négateur de la diversité culturelle et de la richesse des traditions particulières, utilisant les ressources de la propagande au service de son idéologie modernisatrice. À la fin des années 1990, historien italien écrivant depuis la Californie, Carlo Ginzburg, manifestait le même type d'ambivalence, mais cette fois il visait tout autre chose, dans le contexte qui était celui de la lecture postcoloniale, les potentialités racistes de ce même universalisme rationaliste qu'il proposait de prendre au sérieux, sans pour autant abandonner l'horizon de la critique voltairienne des préjugés. Aujourd'hui, cette double lecture critique du texte de Voltaire enrichit profondément le rapport que l'on peut avoir, notre façon de réfléchir à l'universalisme des Lumières d'une façon qui ne peut plus être l'enthousiasme naïf pour le prophète de la tolérance moderne. Nous avons été dessillés. Mais nous relisons aussi à notre tour, je crois, le texte dans un contexte encore différent, celui du néolibéralisme triomphant, du retour de l'intolérance religieuse, des nationalismes et des frontières. Si bien qu'à notre tour, tout en étant lucide sur les limites du texte de Voltaire, par exemple sur les vertus émancipatrices du commerce, nous pouvons aussi être sensibles à cette articulation de la tolérance et du cosmopolitisme qui est au cœur du projet voltairien. Nous savons aussi que la critique de l'universalisme abstrait et homogénéisateur est un lieu commun hérité de la critique contre-révolutionnaire et de la pensée romantique avec lequel nous devons prendre des distances. Ce qu'il convient de faire dès lors, c'est de repartir des textes du XVIIIe siècle pour essayer de pluraliser les opérations d'universalisation qu'on y trouve. Plutôt que de parler d'universalisme, l'universalisme des Lumières, il faut identifier des procédures à la fois théoriques et narratives d'universalisation qui visent à produire ce que j'appellerais des effets d'universel, comme Roland Barthes parlait d'effets de réel, c'est-à-dire des effets qui sont à la fois théoriques et rhétoriques. Eh bien, nous commencerons à les analyser la semaine prochaine en repartant de la question qui est au centre du texte de Voltaire, celui de la tolérance dans un monde cosmopolite. Et pour cela, nous remonterons un peu en amont avec la révocation de l'édit de Nantes. Je vous remercie.